Comment Le Silence des Agneaux vous manipule? Comment ce chef-d'œuvre du cinéma utilise le montage et la mise en scène pour vous retourner le cerveau? Laissez-moi vous parler de la séquence qui a tout changé dans l'histoire du montage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith et aujourd'hui je vous propose ni plus ni moins qu'une analyse de séquence. Et pas de n'importe quelle séquence. Mais avant d'y arriver, je vais quand même me fendre d'une petite présentation du film, parce qu'ici on fait les choses dans les règles, mais je n'entrerai pas trop dans les détails parce que l'idée c'est vraiment de faire un focus sur un moment précis d'une œuvre par ailleurs extrêmement riche. Attention, giga spoiler. Le Silence des Agneaux, c'est un film de 1991 réalisé par Jonathan Demme, à qui l'on doit aussi Philadelphia, et qui adapte le roman éponyme de Thomas Harris. Il a pour héroïne Clarice Starling, Jodie Foster, une jeune élève du FBI à l'académie de Quantico, qui se retrouve à prêter main forte dans la traque d'un tueur en série appelé Buffalo Bill, Ted Levin. Son supérieur, Jack Crawford, joué par Scott Glenn, lui demande notamment d'établir un dialogue avec le terrible Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, autre tueur en série et cannibale détenu en hôpital psychiatrique. Une relation d'étrange respect va se tisser entre Hannibal et Clarice jusqu'à ce que le tueur trouve le moyen de s'évader et que la jeune femme, de son côté, mette la main sur le fameux Buffalo Bill. Le Silence des Agneaux a largement marqué son époque pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il est génial. Et même si les récompenses, ça veut pas dire grand chose, le film a quand même remporté en 92 l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Le fameux Big Five, seulement obtenu par deux autres films dans l'histoire du cinéma, à savoir Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman et New York-Miami de Frank Capra. Pas mal. Autre raison, c'est la richesse des personnages. Il y a Clarice, la jeune apprentie très humaine, guidée par un idéal d'altruisme et de justice, Hannibal, le tueur à la fois surdoué et bestial, Crawford, le profiler bienveillant mais torturé, Chilton, le directeur pervers de l'hôpital psychiatrique qui va finir en ragoût, et enfin Buffalo Bill, le tueur en série dépeceur de femmes qui se fait des costumes avec leur peau. Je m'arrête d'ailleurs un instant sur Buffalo Bill, personnage culte et terrifiant du cinéma de genre, mais dont la représentation a soulevé pas mal d'accusations de transphobie envers le film, ce qui est assez compréhensible. Si vous connaissez bien Le Silence des Agneaux et que vous avez lu le livre comme moi, vous me direz oui mais non, c'est pas transphobe parce que dans le roman, il y a le directeur d'une clinique qui accompagne les personnes transgenres dans leur transition, qui explique que Buffalo Bill n'a rien d'une personne réellement transgenre, et qu'il prend juste la transidentité comme fausse excuse pour justifier ses lubies meurtrières, comme il l'a fait par le passé avec d'autres types d'excuses. Oui, ok, il y a une volonté de marquer une différence entre ce qu'est Buffalo Bill et la transidentité, même si dans le film c'est plus timide. En revanche, on ne peut pas nier que les deux œuvres jouent sur cette idée d'altération du genre pour spécifiquement créer la peur et le malaise. Et dans un monde où les personnes trans sont extrêmement peu représentées au cinéma, le fait d'avoir ce genre d'exemple stigmatisant qui sort du lot, ben c'est au moins circonstanciellement transphobe. Ce qui ne m'empêche pas d'adorer le film et de dire toutes les deux phrases que c'est un chef-d'œuvre, mais ça reste important de ne pas l'ignorer et bah tant pis si ça fait râler. D'autant que ça reste l'un des éléments importants qui font que le film est un vrai marqueur de son époque. En ce qui concerne Clarice et Hannibal, pour moi, si leur relation est si passionnante alors qu'elle se résume à 3 ou 4 dialogues dans le film, c'est parce que les deux personnages sont les deux facettes d'une même pièce. Les deux extrémités d'un même spectre. D'un côté, vous avez Hannibal, dont l'intelligence est supérieure, qui comprend intimement la musique, le dessin, le cerveau humain, qui tient plus que tout à la politesse, qui est en somme la forme la plus évoluée de l'homme civilisé, mais qui est aussi un monstre, un parangon de cruauté et de nihilisme. De l'autre, vous avez Clarice, qui n'est pas une surdouée de quoi que ce soit, mais qui a un sens aigu et profond de justice, de droiture et d'humanisme. Autant de qualités qu'Hannibal a depuis longtemps désespéré de voir en lui-même, et surtout en qui que ce soit d'autre. Or, il est paradoxalement dégoûté par tout ce qui salit l'humanité, et vénère tout ce qui l'élève. C'est pourquoi il croit très fort en Clarice, qui représente tout ce qu'il ne pourra jamais être, en dépit de tous ses talents, et qui incarne enfin la possibilité d'une institution policière bonne et légitime. Voilà pour dire en très gros et très rapide l'amour que je voue à l'écriture de ces deux personnages. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle Le Silence des Agneaux a profondément marqué son époque, et c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Cette raison est d'ordre formel, puisque nous allons évidemment parler du fameux montage alterné qui a établi un nouveau canon du genre dans l'histoire du cinéma. Le montage alterné est une forme de ce qu'on appelle montage expressif, comme défini par Marcel Martin, et qui consiste à monter une séquence en accolant tour à tour les images de deux lieux et de deux actions différentes, mais qui se déroulent dans le même temps. C'est un procédé connu, entre autres, pour avoir été utilisé à la fin du film Naissance d'une nation en 1915, parce qu'on n'est pas à un film problématique près. Dans le cas du Silence des Agneaux, la très célèbre séquence de montage alterné intervient juste avant le climax du film, dans la dernière partie. Clarice a retrouvé la piste de Buffalo Bill, mais son supérieur, Crawford, est persuadé de le tenir aussi de son côté.
à un autre endroit. Il part avec son équipe pour l'arrêter à Calumet City, près de Chicago, et demande à Clarisse de rester dans le petit patelin de Belvedere, à plus de 600 km de là, pour réunir des preuves sur les endroits fréquentés par le tueur avant son premier meurtre. Évidemment, il n'imagine pas qu'il est en réalité parti sur une fausse piste, et que c'est Clarisse qui va tomber sur le tueur au cours de son enquête, et qui va devoir l'affronter seul, dans un sous-sol plongé dans le noir complet, alors qu'il porte des lunettes de vision nocturne. Mais ça c'est après. Bon, étudions la séquence dans l'ordre. Ça commence avec ce plan d'une maison, avec la mention Calumet City en bas de l'écran. Ce type de plan, large et qui annonce le lieu d'une action, ça s'appelle un establishing shot et c'est utilisé pour poser le contexte de ce qui va se dérouler par la suite. On est habitué à ce genre de langage cinématographique et donc quand on voit le plan et que la mention nous donne la localisation, on fait confiance au film, dont on pense qu'il nous dit « à partir de maintenant, on oublie Clarisse, les choses vont se passer ici, précisément là où Crawford a dit que le FBI allait débarquer ». Donc quand l'image coupe pour nous montrer Buffalo Bill en train de chouchouter ses phalènes à tête de mort, le spectateur pense automatiquement que ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la maison qu'on vient de nous montrer. Alors qu'en vrai, il n'y a aucun moyen de réellement le savoir, aucune obligation selon laquelle ce plan devrait avoir un lien intrinsèque avec le précédent, mais le montage compte sur le bon sens du spectateur et sur son habitude à voir une certaine narration dans les films pour l'induire en erreur. Vous voyez déjà que même si la séquence fonctionne un peu comme celle de l'évasion d'Hannibal, survenue un peu plus tôt dans le film, et qui est absolument géniale aussi, celle-ci joue beaucoup plus sur les outils formels et purement cinématographiques pour nous tromper, plutôt que sur un rebondissement de scénario. Le rebondissement de cette vidéo, c'est le moment où je vais vous suggérer de vous abonner à cette chaîne parce que ça coûte rien, mais que ça nous aide beaucoup. Et si jamais vous avez des thunes et un cœur, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre site Écran Large, sur lequel vous aurez accès à tout un tas d'articles exclusifs réservés aux abonnés. Et vous aurez même accès à un épisode hors série de notre podcast, dans lequel on raconte toutes les coulisses inavouables de la rédac. Bon, revenons à nos agneaux. À partir du moment où un extérieur et un intérieur ont été établis, le montage va faire des allers-retours constants entre les deux pour continuer d'entretenir l'idée non seulement qu'il s'agit du même endroit, mais aussi que les événements se déroulent en parfaite simultanéité. Notez deux choses qui dressent un contraste frappant entre les plans d'extérieur et les plans d'intérieur. Les cadres larges, lumineux, dégagés et presque symétriques d'un côté, et les cadres serrés, sombres et encombrés de l'autre. Et aussi la différence de son. Le calme serein et réfléchi côté FBI et le bruit constant du côté de Buffalo Bill. Ce contraste va s'intensifier au fur et à mesure que la séquence se déroule et que Catherine, la victime de Buffalo Bill qu'il séquestre dans un puits au sous-sol, prend le chien du tueur en otage. Plans horizontaux et fixes, mouvements fluides et limités côté FBI, plongée, contre-plongée et mouvements erratiques chez Buffalo Bill. Qu'est-ce qui ressort de ça? Le spectateur a envie de faire 100% confiance au FBI, dont le plan semble clair, limpide, cadré, maîtrisé. Le tueur, de son côté, est montré dans un environnement confus, incertain, au sein duquel il commence à paniquer. Forcément, on a envie que le FBI le chope, d'autant que le film a pris le temps de nous faire nous attacher un minimum à sa victime au fond du puits. On veut qu'elle soit sauvée, et le petit chien avec. Donc on croit d'autant plus volontiers à ce que nous raconte le film, ou à ce qu'on pense qu'il nous raconte. En plus, ce fameux silence dont je parlais sur les plans, qui montre l'encerclement de la maison par les agents du FBI, il est symboliquement très important dans le film. Oui, vous ne faites pas un film qui s'appelle littéralement Le silence des agneaux sans réfléchir à ce que vous faites quand le son joue un rôle aussi important dans une séquence. Plus tôt dans le film, lorsque Hannibal perce à jour le traumatisme d'enfance de Clarisse, on comprend le sens du titre. Lorsqu'elle était petite, Clarisse a assisté au massacre des agneaux de Pâques dans la ferme où elle vivait. Ne pouvant supporter de voir des êtres innocents hurler de peur et de douleur et être tués en masse par les fermiers en qui elle avait confiance, Clarisse a tenté de sauver un agneau, mais n'y est pas parvenue. Depuis, elle est hantée par ce souvenir, par le cri des agneaux qu'elle entend encore la nuit, et rêve de réussir à apaiser ses cauchemars en sauvant les victimes de tueurs en série. Bon, tout ça pour dire que le but ultime de Clarisse, c'est donc de réussir à atteindre le silence des agneaux, autrement dit à faire taire cet horrible souvenir en le remplaçant par une impression de justice rendue. Donc le silence dans ce film, c'est ce qui est censé se trouver du côté du bon, du juste, de la légitimité. C'est un symbole positif, quelque chose qui est censé indiquer la bonne voie. Ça contribue à poser le FBI ici, comme ceux qui sont dans le vrai, dans la maîtrise, ceux qui vont remporter la bataille. Pour toutes ces raisons, on se laisse très volontiers manipuler par le film, dont la mise en scène et le montage, à ce moment-là, jouent non seulement sur l'éducation de notre œil et de notre oreille, mais aussi sur nos sentiments. La manipulation va aller encore bien plus loin quand un agent du FBI va se faire passer pour un livreur de fleurs et sonner à la porte. Il pose son doigt sur la sonnette, et la sonnerie du sous-sol retentit, prévenant Buffalo Bill qu'il y a quelqu'un à la porte, 2 fois de suite. La manipulation s'intensifie parce que là, on explicite à 100% un lien direct et nécessaire entre le doigt de l'agent et le bruit entendu par le tueur et sa victime. Le montage raccorde parfaitement le geste et le son, et vient encore mettre en parallèle des plans fixes,
lumineux et silencieux, avec des mouvements de caméra tordus et un son strident et irritant. La tension monte au fur et à mesure que ce lien entre extérieur et intérieur se précise. On ne sait pas comment Buffalo Bill va réagir à l'intervention du FBI, mais en tout cas, lui, il est dans la panique, et eux sont dans la maîtrise. Bien évidemment, la vérité c'est que la sonnerie qui retentit au sous-sol, elle n'est pas déclenchée par l'agent qui se trouve à Calumet City, mais bien par Clarisse à Belvedere, qui sonne à la porte tout en restant complètement hors champ. Loin des yeux, loin du cœur, ça ne vient même pas à l'idée du spectateur, à ce moment-là, que Clarisse est en train de jouer un rôle dans cette séquence. Mais le cinéma, c'est tout autant ce qu'on choisit de filmer que ce qu'on choisit de ne pas filmer. Et Jonathan Demme nous fait ici une magnifique démonstration d'utilisation du hors-champ. C'est d'autant plus pertinent que tout au long du film, Clarisse est beaucoup victime de sexisme de la part des hommes avec qui elle travaille, même de la part de Crawford, qui pense la protéger en l'évinçant sèchement de l'intervention, mais qui la jette en fait dans la gueule du loup. Cette manière de la faire influencer le déroulé de la scène dans l'ombre, de façon invisible, ignorée, au moment où les hommes qui la méprisent pensent parfaitement contrôler les choses, ça fait écho à toute la construction du personnage au cours du film. Ensuite, c'est la révélation. Buffalo Bill ouvre la porte et, surprise, c'est Clarisse qui se tient là, et qui n'a aucune idée qu'elle se trouve face au terrible serial killer. De l'autre côté, les agents du FBI enfoncent tout à coup la porte de l'autre maison et brisent toutes les vitres, fondant à l'intérieur dans l'espoir de prendre Buffalo Bill la main dans le sac. On a un retournement complet de situation. Tout à coup, les plans fixes et horizontaux sont du côté de Clarisse et du tueur, tandis que du côté du FBI, tout devient chaotique et surtout hyper bruyant. Le montage alterné s'achève sur un travelling qui rapproche la caméra du visage de Crawford, qui réalise qu'ils se sont trompés de maison. Ça veut dire que c'est Clarisse, sa protégée, qui se trouve actuellement avec le tueur, toute seule, à 600 km de là. Oups. Le mouvement de caméra mime le vertige ressenti à ce moment-là par le personnage et le public. Même si l'ironie dramatique est d'autant plus forte que le montage alterné nous a fait prendre de l'avance, à nous, spectateurs, et qu'on a déjà compris la situation au moment où le FBI pénètre dans la maison. Ainsi, toute cette impression de maîtrise, de professionnalisme et de sûreté qui était conférée au FBI vole en fumée, ce qui les ridiculise doublement à ce moment-là, mettant une nouvelle fois en avant la légitimité de Clarisse en tant qu'incarnation du bien et du sens de la justice, comme le pressentait Hannibal, en lieu et place du service fédéral. La peur, elle aussi, bascule du côté du calme apparent, ce qui la décuple, puisque le spectateur reste ensuite coincé dans le dialogue de Clarisse avec le tueur. Le dialogue en question est calme en apparence, sauf que nous, on sait à qui elle a affaire, et on sait que personne ne va pouvoir venir la sauver. Et aussi, on vient de nous démontrer que le FBI était incompétent. Tout ça, c'est ce qui va permettre au climax du film, qui arrive juste après, de fonctionner aussi bien. Le Silence des agneaux n'a pas inventé le montage alterné. En revanche, il en a fait une utilisation à la fois narrative et symbolique tellement brillante qu'elle a fait date dans le domaine, et c'est bien normal. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des montages alternés qui manipulent le public de cette manière sans y voir l'héritage très présent du Silence des agneaux. Je peux citer par exemple le montage alterné des Brasiers de la colère, très bon film de Scott Cooper sorti en 2013, dans lequel les flics pensent aussi encercler la maison du grand méchant Woody Harrelson, et se trompent en fait complètement de baraque. Ça vaut aussi pour The Dark Knight, la séquence au cours de laquelle Batman pense aller sauver Rachel, mais qu'après avoir été manipulé par le Joker, il se retrouve à sauver Harvey Dent à la place. Oui, je sais, ça fait 2 exemples avec Christian Bale, écoutez, on ne se refait pas. Que dire pour conclure, si ce n'est qu'avec tout ça, Craig McKay, monteur du film, ne remportera pas l'Oscar du montage cette année-là, alors qu'il était nominé. La récompense ira à Joe Hutchings et Pietro Scalia pour JFK. Vous allez me dire, oui, mais bon, il a déjà remporté les 5 plus gros Oscars. Et oui, c'est vrai. Mais écoutez, franchement, je ne vois pas comment le montage de cette séquence ne remporte pas un Oscar à elle toute seule. C'est sur l'évocation de cette terrible injustice que je vais vous laisser, en vous recommandant chaleureusement, si cette vidéo vous a plu, d'aller jeter un œil à celle d'Antoine consacrée au film À toute épreuve, et dans laquelle il vous explique comment on filme l'action. Bisous les petits potes.